est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas sous le coup de la colère qu'on peut ranger aussi la convocation de M. Samuel Sarr, qui a eu à diffuser un certain nombre d'informations sur le sujet? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que la situation actuelle me rappelle la sortie responsable, interpellative de son éminence, celui-ci du Mokhtar Baké, Khalifa Demouri. Souvenez-vous, à la veille de 2012, lorsque tout le monde était là à bouger à Dakar, que ça menaçait émeute, il avait fait une sortie pour dire calmez-vous, évitez les populations sénégalaises. Si vous avez des opinions ou des voix à chercher, allez vers les populations sénégalaises. Arrêtez ce que vous faites à Dakar. Ceux qui n'ont pas entendu son appel, eh bien, ça a donné la mort de Moundiou et d'autres. Mais ceux qui ont entendu son appel, qui sont allés à la pêche des voix, en ont profité dans Macky Sall. Donc, rien de durable, de sérieux ne peut se faire dans le désordre comme on semble vouloir s'installer. Et il ne faut pas que les gens méprisent ou oublient le contexte fait, marqué par le procès de Karim Wade, dont on sait que s'il continue, aujourd'hui on en est à cette étape de questions préjudicielles ou des exceptions, des questions de procédure. Mais quand on aura fini, qu'on devra aller dans le fond, c'est sûr et certain que tous ceux qui ont été convoqués à la CRI, tous ceux dont les immunités ont été levées, je pense à Omar Sarr, à Maï Bandé qui est déjà convoqué, peut-être demain, ça va ça, tous ils vont y passer. Donc, c'est comme l'histoire de ce joueur de football-là qui, après avoir fait un coup franc, après avoir fait un acte involontaire, puis une faute grave, a reçu avertissement verbal, remontrance, puis carton jaune, et après, il vient vers l'arbitre et il l'insulte. Si j'étais cet arbitre-là, celui-là, je comprendrais qu'il veut sortir, je ne lui donnerais pas un carton rouge. Je le laisserai faire. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le président Macky Sall et son régime et les acteurs de l'État, tout l'État, doivent comprendre que de Idriss Seck et de Macky Sall, dans leur camp, il y a des hommes et des femmes qui en veulent, qui font dans un règlement de compte ou dans la haine, dans le mépris. Et ça va donner comme résultat l'usage de solutions humiliationnistes. Il ne faudrait pas que l'État soit poussé à l'erreur par les Idriss Seck ou les amis d'Abdoulaye Wade. En tout cas, aujourd'hui, force est de reconnaître que la réaction, les attaques bêtes et méchantes, j'allais dire même puriles, parce que excessif de Samuel Sarr, n'auront pour conséquence que de créer le brouhaha, de jeter de l'huile sur le feu et de discréditer ou en tout cas de brouiller le message quand demain il devra être convoqué sur ses biens supposés mal acquis. Peut-être il y a ça, mais est-ce que quelque part aussi en faisant des révélations sur le patrimoine du chef de l'État estimé à plus de 7 milliards, dans un contexte où on parlait de détournement du fonds taïwanais, mais c'est quelque part aussi, voilà, le chef de l'État en ça ainsi les gens. Vous savez, je ne sais pas pour ce qui concerne Macky Sall. On en parle beaucoup, mais ce que je sais, c'est que moi j'ai toujours dit que de 2000 à 2012, on a eu affaire à des bandits de grand chemin qui sont accaparés de l'État du Sénégal et de ses ressources. La preuve, ils ont pillé. Mais quand des bandits sont au fait des mécanismes et des méthodes les plus raffinées pour blanchir, pour planquer de l'argent, sans pas s'accaparer d'un pays et de ses deniers, lorsqu'ils finissent leur forfait, ils décident d'avoir des preuves ou de débusquer leur plan et leur stratégie. Alors, il y en a beaucoup parmi eux qui pouvaient prendre un jet privé ici, qui était signalé dans l'espace aérien comme un vol présidentiel. Ils y remplissaient beaucoup d'argent, des billets de banque, des lingots d'or. Ils piquaient Dakar, on ne les contrôlait pas. Ils atterrissaient dans un aéroport X, Y, Z, lambda. On ne les contrôle pas parce qu'on a signalé un vol présidentiel. Et après, ils dissimulent dans des maisons qui sont dans les pays arabes, dans le Golfe, ou même dans les pays voisins, ou sinon en Europe, ou aux États-Unis, dans des maisons où ils ont des cartes avec un système de protection extraordinaire. Ces gens-là sont capables d'avoir des richesses insoupçonnées et de les planquer. Ça va être difficile pour 20 ans, 30 ans. S'ils sont téméraires et courageux, s'ils ne veulent vraiment pas mourir en prison, eh bien ça va être difficile de débusquer cela. Ou alors après, il va y avoir des moyens par lesquels on va régler les problèmes. Je rappelle que Cheikh Tidiane Sy, que Dieu lui donne longue vie, lui assure et le laisse avec la plénitude de ses moyens et ses ressources. Cheikh Tidiane Sy disait que lorsqu'on se débrouille jusqu'à utiliser des milliards dans un pays et qu'on les gagne, sa place ce n'est pas la prison. On doit pouvoir discuter avec ce milliardaire-là pour qu'il réinvestisse une partie, toute ou partie,
au profit du pays. Donc c'est ça l'amélioration totale. Non, je l'appelle ça parce que je dis que c'est ça leur espoir. Vous savez, les sagesses populaires nous renseignent beaucoup sur l'homo-sénégalisme. Aujourd'hui, je vous jure, on en a entendu parler, on a entendu des gens qui ont rendu d'argent. On ne sait pas combien, mais en tout cas, on en a parlé. Du temps où Mme la ministre Aminata Touré est aux responsabilités gouvernementales. Et aujourd'hui, le président Macky Sall a dit que nous sommes dans un pays extrêmement difficile, compliqué, qu'il y a des gens qui interviennent auprès de lui et qu'il y a des dossiers sur lesquels, pour le moment, il n'a pas donné des instructions à la justice, pour le moment, à la justice, de les dérouler parce qu'il ne voulait pas créer un tollé général, il ne voulait pas que partout et de tous les côtés du Sénégal, de toutes les familles, qu'il y ait des gens qui sont attirés devant la justice, parce que ça allait créer l'émotion, parce qu'il veut que le temps bon, le temps juste, le temps utile et précis de la justice lui soit donné, c'est-à-dire le temps de la sérénité et du déroulement serré de ces enquêtes et de ces interpellations. Est-ce que c'est à lui de donner le coup d'envoi? Voilà. Écoutez, le président définit la politique de la nation. Bien sûr. Et la séparation des pouvoirs, je veux dire. Non, mais justement, écoutez, la justice est dite dans le cadre d'un État, d'un gouvernement, d'un régime, d'une politique. S'il estime que l'initiative des poursuites vient de l'autorité d'État qui parle au nom de tout le monde, s'il pense que si aujourd'hui on convoquait 1000 Sénégalais, issus de 1000 familles, ça va créer le tollé. Je vous ai dit, lorsque le président de la République parle, il ne faut pas s'en prendre à lui parce que vous voyez son âge, vous voyez son ethnie, vous voyez sa langue, vous voyez son sexe. Il faut savoir que c'est le destinataire des renseignements, et pas seulement nationaux, mais de tous les renseignements qui intéressent ou concernent notre pays. Et le président ne parle jamais de jeunes. C'est pourquoi d'ailleurs nous, au Parti socialiste, pendant 12 ans, on a été malade de ce que Abdoulaye Wade est ravalé au niveau d'imperfection, au niveau d'imparfait de son être, au niveau de la petitesse d'être de l'homme mortel, limité dans le temps et dans l'espace, qui était le président Abdoulaye Wade lui-même. Il avait ravalé la République et ses actions au niveau de la petitesse des êtres qui étaient lui, qui étaient plus des hommes de l'État et l'État que des hommes d'État. Peut-être un mot sur la convocation d'Abdoulaye Wade. Écoutez, moi je dis ce que je dis. Moi je pense que là aussi il y a une faute que j'impute à l'État en général, parce que la justice c'est pas pour l'État. Lorsque vous convoquez quelqu'un à la CREI et que vous voulez le cueillir par mandat militaire ou vous voulez le faire ou lui décerner un mandat d'amener, il faut au préalable communiquer. Dire aux Sénégalais que celui-là a été convoqué, il n'est pas venu, on va l'amener. Mais ça n'a pas été fait. Et après, vous avez vu, malgré ça, il n'est pas parti parce que c'était la veille du week-end ou parce qu'il avait d'autres engagements ou parce qu'il avait plus à faire. Peut-être qu'il était en train de se concerter avec ses experts ou ses avocats. Donc il voulait pas d'aller répondre en position de force ou à prendre position des éléments de réponse auxquels les gens étaient en train de se prendre. Il n'est pas voulu, il n'y est pas allé. Mais les gens ont amené la presse et avec un véhicule qui allait chez lui. Pendant longtemps, ils sont repartis. Lundi ou mardi, Abdoulaye Wade est allé répondre. Après, il est sorti, il est allé chez lui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez ça? Donc je pense que cette théâtralisation, on n'en a pas besoin. Et c'est des situations comme ça là qui créent des désordres, qui créent le martyrisme. Et le martyrisme peut avoir pour effet la création de phénomènes de règlement de compte, comme ce qu'on a dit, être en train de se dérouler en Casamance. Je sais que Abdoulaye Wade est du côté de sa lignée maternelle, du côté de la famille d'Aline Sitoé Diatta. Et puis, vite fait, des jonctions, bon, dans un contexte où quand même le phénomène en Casamance est en train de s'effilocher petit à petit. Donc aujourd'hui, avec un peu de recul, Kaffrine, pour la deuxième fois, vous êtes élu maire. Quelles sont vos ambitions? Elles sont énormes, nos ambitions à Kaffrine. Je mesure la gravité et l'importance de la signification que mon équipe et moi donnons à ce vote massif qui nous a été accordé. En tout cas, j'ai dit à mes concitoyens de Kaffrine que ce n'était pas ma victoire, c'était la victoire des Kaffrinois qui sont mus par les intérêts suprêmes de notre ville et que j'entends tout faire jusqu'au sacrifice suprême pour mériter cette confiance. Jusqu'au sacrifice suprême. C'est-à-dire que je ne ménagerai ni ma santé, ni mon intelligence, ni mes moyens, rien, même pas ma vie de famille. Parce que quand même, c'est la première fois qu'on accorde cette confiance-là à un fils de Kaffrine avec une équipe aussi jeune que la nôtre. Et puisque j'ai toujours dit que je dédiais mon combat à la jeunesse, aujourd'hui, nous avons dit que le meilleur reste à venir, nous avons dit qu'il faut préparer l'avenir dès maintenant.
je veux dire à Kaffrine que je ne vous décevrai pas. Et tout est prioritaire, en commençant par l'un des défis urbains les plus structurants, les plus délicats, l'assainissement. Le plan directeur d'assainissement de Kaffrine. Puis le nettoiement, parce qu'il faut un cadre de vie propre, sain, épanoui. Ensuite, l'extension du périmètre communal, l'aménagement de ce périmètre communal sur la base d'une vision futuriste qui permettent aux Kaffrinois d'être épanouis et qui permettent à Kaffrine, ville épuisante, d'être un point nodal à partir duquel le Sénégal émergent, le Sénégal des années à venir sera aménagé et viabilisé. Et puis enfin, la lutte contre la pauvreté qui passe par la création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes, mais également la préservation de la santé, parce que quand vous parlez de lutte contre la pauvreté, vous améliorez les conditions de vie et du coup, ça a pour résultat une longévité des populations. Et là, il faut faire en sorte que les personnes vivant, les personnes d'un 3 et du 13 âge puissent vivre dans un environnement sain et avoir des activités qui n'effilochent pas, qui n'étiolent pas leurs conditions de vie, leurs conditions physiques. Et de ce point de vue, donc, j'ai de grandes ambitions à côté des autres élus de Kaffrine, à côté des communes de Kaffrine, à côté du département de Kaffrine, mais à côté également de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui définit la population. J'entends, avec une intelligence pédagogique, me mettre à la disposition du président et à la disposition de tous qui peuvent aider à faire des institutions Kaffrine. Le monde rural, l'hivernage tarde à s'installer dans la plupart du... Prions que jusqu'au 15 octobre il pleuve assez normalement. On n'a pas besoin de pluie diluvienne qui crée des inondations. On a besoin juste de pluie qui arrose, oui, les champs. Et on a besoin de pluie qui tombe le plus souvent la nuit et la journée qu'il fasse soleil. Et que nous ayons un ensoleillement radieux. Ça nous permettra d'avoir, contrairement aux projections et aux prévisions de certains, nous aurons de bonnes récoltes. Je souhaite qu'on ait de bonnes récoltes parce que notre pays est pour l'essentiel un pays à vocation et à réalité agricole rurale. Plus de 70% des Sénégalais vivent de l'agriculture au sens activité culturelle du terme, mais au-delà, c'est presque 80% des Sénégalais qui vivent de l'activité agricole impliquant l'élevage, la pêche, les activités forestières et autres. C'est pourquoi d'ailleurs je pense que notre pays devrait aller dans le sens de réduire à nouveau la taille du gouvernement. Nous avons un excellent ministre de l'agriculture à la tête du département. Même nous avons, en tout cas pour les dernières années-là, nous avons eu Aminata Mbengue, il fait très bien son travail. Mais je pense que le gouvernement devrait mettre en cohérence, en synergie, ce qui se fait dans l'agriculture, l'élevage et l'environnement. Et peut-être même l'hydraulique. Et ça nous permettra vraiment de... Alors, ce que je pense comme solution, sur la base des zones écologiques et des réalités pédologiques, nous devons avoir des semences adaptées à des aires géographiques. Deuxièmement, nous devons booster. Vous savez, ce n'est pas compliqué. Vous avez combien de milliardaires au Sénégal? Combien d'industriels, combien de milliardaires? On n'a qu'à les réunir et regrouper pour voir comment l'État va les aider en financement et en encadrement, en accompagnement, pour créer des embryons d'industrie de transformation. C'est possible. Ce qu'on est en train de faire par les Européens, ce que les Chinois font chez nous, des Africains, Sénégalais peuvent le faire. Alors, et à ce moment-là, on peut vraiment régler les problèmes de ce pays-là. Si nous avons des semences adaptées aux zones écologiques, aux aires géographiques, on peut régler les problèmes. Moi, je suis convaincu qu'en 3 ans, on peut régler le problème de l'autosuffisance alimentaire. Le reste maintenant, c'est pour qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire à travers ce qu'on produit ici, il faut encourager la production locale et la transformation des produits locaux au Sénégal. Et créer des chaînes de diffusion. Quand même, vous avez vu les Dakarois, comment ils aiment fréquenter des magasins dont je ne veux pas faire la publicité ici, mais vous connaissez les magasins dont je vous parle. Il y en a qui ont été créés récemment, mais quand vous y allez, les gens viennent faire le marché le week-end, le soir en rentrant. Mais on n'a qu'à créer des magasins comme ça dans le pays, ça crée de l'emploi. Et les jeunes cadres là qui sont maintenant, vous savez, les Sénégalais là, ils voient beaucoup. Et l'Internet permet aux gens d'être au diapason de ce monde. Donc on peut régler les problèmes de développement dans ce pays-là. Mais pour cela, il faut qu'on arrête de faire dans la politique politicienne, électoralisme, démagogie et positionnement quotidien, permanent. Permanent. Mais aujourd'hui, mais quand même,
On a dit que 2012, présidentielle, premier deuxième tour, 2012 législative, c'est fini. Il ne faut attendre qu'en 2017. Si, et vraiment si, il n'y a pas volonté de faire 7 ans ou plus. Et je pense jusqu'à preuve du contraire que moi, le président Macky Sall que j'ai entendu, avec lequel il m'a dit de réfléchir sur ce qu'il fait, oui, je ne doute pas un seul instant que lui, il respectera ce qu'il avait dit. Et alors donc, travaillons pour 3 ans au moins. Derrière cette question, la voie référendaire... Alors, mais en attendant, nous sommes élus comme candidats. Je veux que le gouvernement montre à l'opinion nationale que l'acte 3, ce n'est pas d'une tabiengel, l'acte 3, ce n'est pas une réforme, l'acte 3, ce n'est pas de la tricherie, l'acte 3, ce n'est pas du tabaret. C'est sérieux. Non, je veux que tous les actes qu'ils posent prouvent que tout a été bien conçu, bien élaboré, bien programmé, bien planifié et bien déroulé. Mais je ne veux plus voir dans les documents là, communauté rurale, on leur accorde des fondations, mais les communautés rurales n'existent plus. Je veux qu'on sache, pour la ville de Dakar, ou la ville de Guédiawaye, ou la ville de Pékin, mais qu'on règle le problème de la démolition des biens. Je veux que pour les régions qui essaient, qu'on règle le problème de la démolition des biens. Et qu'on n'ait pas l'impression que ça tâtonne. Et qu'il n'y ait pas de perte d'emploi. Attention, je ne peux pas accepter ni supporter qu'à Dakar, ville, qu'à Guédiawaye, ville, qu'à Pékin, ville, dans les conseils régionaux, mais que la réforme d'acte 3 jette dans la rue des centaines de milliers ou des milliers de Sénégalais sans emploi. Ce n'est pas juste, ce n'est pas acceptable. Ce serait criminel. Donc c'est sur là, c'est pas à négliger. Donc j'invite le maire de Dakar à cela. Tout comme j'invite le maire à l'Université de Fatick, oui, de Thiès, parce que moi et même dans la Silla de Thiès, voilà des questions comme ça. Parce que la ville et les communes d'arrondissement, ce n'est plus la même chose, comparément. Alors, il faut donc qu'on fasse tout ça. Au niveau des départements, il faut qu'on réfléchisse à quel moyen, quel revenu, quelle indemnité, quelle administration, quel siège, quel local à partir duquel on va travailler. Voilà, et quel mécanisme pour mettre à contribution l'ensemble des communes, de départements et de ce département-là. Mais on n'a pas de temps. 5 ans, ça va vite. Et on a fait croire aux Sénégalais à cette réforme-là qu'on n'a pas le droit d'échouer. Maintenant, quand vous avez tous vos ministres qui sont vos politiques et qui débattent pour vous, finalement, vous voyez, non, moi je pense que le cumul des responsabilités et des mandats, ce n'est pas très très bon. C'est pourquoi je pense que la réforme des institutions, c'est maintenant que nous devons en parler. Premièrement, au-delà de la durée du mandat sur lequel les gens étaient plus. Et puis, de quelles mesures d'accompagnement ou de quelle idée ou quelle réforme mettre en combinaison avec cette réduction du mandat. Arrêtons de vouloir tout le temps faire de la politique politicienne. La réforme des institutions, telle que contenu dans les conclusions de la CNI, le président est libre, pendant qu'il est élu pour définir la présentation et appliquer son programme, d'en prendre ce qu'il veut prendre. Et de le mettre en cohérence dans n'importe quelle intelligence avec ses offres. Si, c'est de bonne guerre. Si moi je suis à la tête du pays, ce qui n'est pas impossible en 2018 ou en 2022. Ce n'est pas impossible que je sois président du Sénégal. Si moi j'étais aujourd'hui à la place de Macky Sall, je ferai tel que j'ai parlé aux Sénégalais, tel que mon programme, mes idées, mes valeurs et mes principes m'indiquent les mesures à prendre ou les choix à faire. Donc, à lui maintenant de discuter avec sa coalition. Je veux un avis. En toute loyauté, les gens avec lesquels il lui parlons, il verra, in fine et en dernier ressort, ce qu'il veut prendre comme mesure et initiative langageante, et il fait cela comme offre. Et en ce moment-là, si le référendum adopte ou rejette, on en tire les conséquences. En tout cas, moi je suis pour qu'il respecte ses 5 ans, je suis pour qu'il revoie le système institutionnel sénégalais, pour qu'on ait quand même, à côté de ce que nous avons aujourd'hui, qu'on regarde dans la durée, la possibilité de soit d'avoir un système clair. Est-ce qu'on va garder le présidentiel ou est-ce qu'on va aller vers un régime parlementaire? Ça aussi, il faut en discuter. Ensuite, je souhaite que les collectivités locales aient une chambre. C'est mon point de vue. Je pense que par les 600 institutions, 600 assemblées d'élus locaux, 500 et quelques, les collectivités locales municipales et les collectivités locales départementales, sans autant qu'on ait une instance de discussion, d'échange, d'harmonisation, de réflexion. Je pense qu'il faut créer une sorte de haute autorité des collectivités locales, ou en tout cas au conseil des collectivités territoriales, ou au conseil consultatif des collectivités territoriales, ou un Sénat purement
Un retour du Sénat. Non, moi je suis socialiste. Je n'ai jamais été contre le Sénat. Avant 2000, on avait créé un Sénat. À chaque fois que les gens ont voulu supprimer un Sénat, nous sommes on était contre. Dans les conclusions des assises nationales, on était pour un Sénat. Je suis clairement. Et jusqu'aujourd'hui, moi, Ablaye, je ne dis pas le Parti socialiste, mais moi, Ablaye, je ne serais pas malheureux qu'on crée un Sénat ou qu'on crée quelque chose qui permette au collectif local de participer, pas en opposition à l'État central, mais de participer en complémentarité, en termes de contribution positive, en termes de cadre d'échange politique, de dialogue politique. Parce que le dialogue politique, il n'est pas que entre l'État, le gouvernement et les partis d'opposition. Le dialogue politique, c'est aussi entre les institutions politiques. Comprenez? Et c'est pourquoi je dis non. Et ça, ce que je vous dis là, ça n'a rien à voir avec les sinécures. Comprenez? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir des élus qui gagnent 150 000 francs à la tête d'une commune d'arrondissement ou 300 000 ou 500 000. Ce n'est pas possible. C'est insultant. Parce qu'en termes de responsabilité, le maire n'est pas moins responsable que le député. Vous comprenez? Le député ne peut pas avoir un salaire de 1 million, 2 millions d'euros, alors que le maire qui gère des terres, qui gère des ordonnances, des petites choses, hein. Mais franchement, pas de social, mais je veux dire, c'est le maire qui va s'occuper des médicaments pour les postes de santé, tout cela, de l'école, de la jeunesse, des sports. Hein. Et ensuite, il est tout le temps chez lui. Si je prends l'exemple d'un homme comme moi, vous savez très bien que depuis que je suis devenu maire, je suis devenu moins précaire à Dakar. Bien sûr. Hein? Et même il y a des journalistes qui pensent que devenu maire, je les stop. Parce qu'évidemment, ce n'est pas de ma faute. Je reproche à toute la presse, et veuillez accepter d'en faire l'écho, je reproche à toute la presse de penser que le Sénégal c'est seulement Dakar. C'est pas vrai. Le Sénégal c'est Tambacounda, le Sénégal c'est Kédougou, le Sénégal c'est Bakel, le Sénégal c'est Bandafassi, le Sénégal c'est Vélingara, c'est Sédhiou. C'est l'intérieur du Sénégal. C'est là où se fait ce qu'il y a de mieux. À Dakar, c'est l'hypocrisie. À Dakar, c'est le saupoudrage. À Dakar, c'est... Voilà, le Tafiengal. Alors, et je pense, je veux maintenant avoir quand même l'autocritiance de porter le combat de l'intérêt du Sénégal et surtout des régions périphériques. C'est pourquoi je veux que maintenant, si les journalistes veulent m'interroger, qu'ils se déplacent jusqu'à Kaffrine comme vous avez fait. Ok, on ne manquera pas de vous retrouver là-bas. Peut-être une avant-dernière question, c'est un peu la fermeture des frontières avec la Guinée. Très bonne nouvelle dans le contexte actuel. Très bonne nouvelle dans le contexte actuel, même si au plan moral et sentimental, ça pose problème. Je dis au plan moral et sentimental parce que vous savez, les pays avec lesquels nous avons en partage des frontières sont des pays où partout sont disséminées des familles. Donc nous avons des liens de sang et autres que les frontières ne peuvent pas supprimer, ou en tout cas bloquer ou effacer. Mais si on n'avait pas fermé ces frontières, aujourd'hui, il est possible que pour le pèlerinage catholique ou le pèlerinage à la Mecque, pour les musulmans, notre pays soit disqualifié. Au-delà des mesures de prévention et de la stratégie proactive de lutte contre la maladie, au-delà de la stratégie proactive de lutte contre la maladie et des mesures préventives, c'est une mesure de haute portée politique. Parce qu'en bloquant les frontières, aujourd'hui, personne ne dira à l'Arabie Saoudite ou à la communauté catholique internationale que les pèlerins qui viendront du Sénégal sont issus de la Guinée ou de la Guinée-Bissau ou des pays limitrophes. Ce n'est pas, comme on dit en Wolof, c'est beaucoup moins de banal. Donc, le Sénégal a bien fait de se préserver, de préserver ses populations, mais également de préserver son image. Dernière question, le Parti socialiste. Oui. La situation actuelle. Mais nous avons un parti qui a fait dans des conditions tumultueuses parce qu'il y avait un positionnement mal élaboré, mal réfléchi des autres par rapport à l'élection secrétaire. In fine, Tanordien reste l'élu des socialistes, le choix des socialistes pour diriger le parti. Est-ce qu'il sera le candidat? Je n'en sais rien. Mais je considère que Ousmane Tanordien est né en 1948. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a 66 ans. Si même demain, il y avait, dans le cadre de la réforme des institutions, un âge plancher qui veut qu'au-delà de 74 ans, on ne peut pas être président de l'Afrique, en 2017 ou en 2002, Tanor peut encore avoir une carte à jouer. Écoutez,
Je vous parle. C'est moi qui. C'est moi qui. Voilà, votre position, peu importe pas, mais c'est moi qui donne mon point de vue. Je dis, tout ce que l'on reconnaît comme qualité à ceux qui sont des partis socialistes, le meilleur, le plus important est chez Talon. Maintenant, oui, notre pays, notre pays, le plan de l'électoral des suffrages. Notre pays, non, vous savez, Abdoulaye Wade a plusieurs fois été candidat et recalé. Si Tanor a des problèmes, c'est parce que les socialistes ou des socialistes le topient au nom de leur ambition personnelle. C'est pourquoi d'ailleurs je voudrais profiter de cette question pour rappeler à. Mais le cas de Wade avec le Parti socialiste. J'en viens. Pas de lui-même était du Parti socialiste. Pas de lui-même était du Parti socialiste. Oui, oui. J'en viens, vous savez. Je suis jeune, mais j'ai toujours fréquenté et je fréquente encore les personnes qui étaient là à l'indépendance et qui ont fait l'histoire de ce pays-là. J'en viens. Avant 2000, c'est Moustapha Niasse, Djiboka, Ousmane Tanor Dieng, entre autres, je dis bien entre autres, qui, au nom de leur nombrilisme, au nom de leur petite personne, limitée et mortelle, ont divisé le parti, à tort ou à raison. Cette division, ces querelles intestines nous ont amenés à perdre le pouvoir en 2000. Plus tard, vers 2001-2002, l'histoire, par un phénomène extraordinaire qui est difficile à expliquer, a donné à ces trois hommes une chance, une opportunité qu'elles n'ont pas saisie. Savez-vous que Senghor est resté président du Sénégal jusqu'à son départ? Il n'a jamais eu le soutien et la complicité des hommes dits de gauche classiques, le PAI. En tout cas, pas aussi nettement qu'on a connu dans les dernières années. Abdou Diouf, il n'a jamais pu, même s'il était en parfait intelligence par moment pour régler les problèmes de la crise universitaire avec Nandi Samané et autres, il n'a jamais eu, en même temps, l'ALD et le PIT à ses côtés. Vous voyez, il n'a jamais eu l'ANDG à ses côtés. Or, en 2002-2003, quand on a créé le CPC, Djiboka, Moustapha Niasse, Tanor Dieng, entre autres, et même les autres qui sont partis par la suite, les rats qui ont quitté le navire quand ils tanguaient, tous, Souti Touré, Ablaye Matar, Abdoulaye Anne, tous. On m'a dit dans le CPC, et dans le CPC, il y avait tout ce qui était contre Senghor, Diouf, historiquement, et même dans tout ce qui était prêt à se ranger derrière quelqu'un. Ils ont échoué. Et au nom de leur crise interne, de leur conflit crypto-personnel. 2007, surprise. On dit que c'est les djinns qui avaient gagné. Je pense que la seule élection qu'on a gagnée, c'est de 2007. En 2000, c'était pas une élection qu'elle a gagnée. C'est une élection où il fallait se défaire d'Abdou Diouf et n'importe quelle, même si une chèvre devant Abdou Diouf allait gagner au deuxième tour. C'est comme en 2012 avec Abdoulaye Wade. Alors, avec où les gens ont élu Macky Sall. Ensuite, 2012, le CPC, ce que le CPC n'a pas pu leur offrir, ce qu'ils n'ont pas pu saisir comme opportunité avec le CPC, ils l'ont à nouveau, mais de manière plus étendue, de manière plus élaborée, de manière plus argumentée, à l'exception de Djiboka qui était allé vraiment dans la sauce libérale, dans le propagande libéral. Djiboka. Alors moi je pense que aujourd'hui, après les expériences de 2007 et 2012, le Parti socialiste doit réfléchir sur sa situation, sa responsabilité. Chaque fois que nous avons perdu en 2007 et en 2012, nous avons d'abord perdu parce que nous-mêmes on a manqué de courage, d'objectivité, de froideur et de discipline dans l'analyse. On a aussi manqué de solidarité. Parce que les gens ont toujours eu des perspectives individuelles, car Abdoulaye Wade était tellement désastreux et hasardeux qu'avec Abdoulaye Wade, tout le monde pensait quoi être président général. Résultat, les gens d'Abdoulaye Wade sont livrés à une course effrénée vers l'accumulation de richesses, d'argent, et c'est ce qui leur a permis d'être toujours mieux positionnés que nous, parce que là, les moyens importent beaucoup en matière de professionnalité. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Quand on parle de politique au Sénégal, c'est soit Abdoulaye Wade, finissant, imbécile, au sens franc du terme, vieillard qui. Alors, ou c'est Idriss Seck, que tout le monde connaît comme étant le symbole de la tortuosité sinueuse, ou c'est Karim Wade que tout le monde combattait et qu'on semble vouloir réhabiliter, y compris par un chantage, une pression sur la justice, parce que simplement on a du mal à déceler
ce que les gens supposent être des biens mal acquis. Ou alors on parle de Ousmane Ngom, de Samuel Sarr, de Omar Sarr, si ce n'est pas de Macky Sall. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a à l'AFP? Il y a Malick Gakou, dont je salue le courage et la profondeur de l'éclatation à l'occasion du congrès du socialiste. Et au niveau du socialiste, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Aïssata à qui on a fait croire qu'elle avait son étoile. Vous avez vu les choix politiques abracadabradants qu'elle a eu à faire à l'occasion des locales avec Abdoulaye Wade et d'autres, même si elle semblait se lamenter de ce que la PND était avec Racine ici. Racine est un opérateur économique, il dépense des intérêts. Il n'a pas un idéal philanthrope. Bon, voilà. Et vous avez quoi? Vous avez Khalifa Sall qui, tantôt, est en partie dirigeant avec Canadien, tantôt, dans la presse, il a des amis qui jettent nos propres et jettent la pierre à tout le monde. Moi, je n'ai aucun problème personnel. Qu'est-ce que vous avez fait? Écoutez, je suis son petit frère. Je suis le petit frère et le cadet de Khalifa Sall. Tout devrait nous mettre ensemble. Mais il y a eu autour de lui des hommes et des femmes qui l'ont amené à poser des actes que je trouve être des actes déloyaux, des actes indignes d'un responsable, des actes indignes d'un camarade. Comme quoi? Oh, lui-même sait ce que je veux dire. Vous savez, je n'ai pas envie de... Oui, mais je veux dire, il est venu à Kaffrine sans passer par le responsable que je suis. C'était en 2011, non, en 2013. Lors d'une tournée du bureau politique, il devait pas présider, c'est Cheikh Seck qui devait la présider, mais il a remplacé Cheikh Seck parce qu'il ne faisait pas de la délégation. Il est venu sans passer par chez moi. Ensuite, il a eu à faire des choses en question de camarades, en question d'amis, en question de marabouts, sans pas m'impliquer ou sans passer par moi. Ce qui m'a vraiment déshonoré avec le parti. Puis après, il a fait la même chose. Ensuite, au point de vue même de ma propre personne, de ma propre vie de famille, des gens l'ont amené à poser des actes criminels, illégaux. Je n'ai pas voulu en parler à la presse, il sait de quoi que je parle. Et puis, sur le plan politique, avec le processus d'élection secrétariale, il a eu à faire de prendre des initiatives en mettant des valeurs accomplis. Si c'est comme ça qu'il veut devenir diriger le parti, ou c'est comme ça qu'il veut devenir être un représentant du parti, ben moi je ne suis pas d'accord de cette façon-là, je ne me retrouve pas de cette façon-là. J'ai marqué des accords, et il le sait, je l'ai marqué avec respect et affection, en lui en parlant directement et en impliquant des personnes dont je suis convaincu qu'elle l'aime bien, qu'elle ne veut que du bien. J'en ai parlé spontanément. Par la suite, j'ai entendu que par des journalistes ou par des amis à lui, il m'a accusé d'avoir pris fait cause contre lui à Dakar. C'est faux, c'est faux. Dans son entourage immédiat et intime, comme dans son entourage politique à Dakar, des hommes et des femmes, des maires, des élus m'ont saisi pour que je contribue à établir des contacts. Mais tout le monde sait que ma famille, mes parents l'ont soutenu à Dakar. Sérieusement. Sérieusement. Alors, je sais très bien que si ça dépendait de notre à Dakar, peut-être que si on avait bien discuté dans la coalition et entre nous à Dakar, on n'aurait pas eu ce qu'on a eu avec la coalition Dakarou et Ben Bokayaka qui sont opposés. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et au lieu de venir me parler directement, il passe par des personnes interposées là pour dire du mal de moi. La médisance n'est pas le propre d'un chef, n'est pas le propre d'un leader. Je considère que c'est indigne de ce que j'attendais de lui. Et donc, pourtant, les gens voient en lui le futur patron du PS, peut-être même le candidat du Parti Socialiste. Bon, ça ne se proclame pas, ça ne se décrète pas, ça se mérite. Il n'a aucun mérite alors? Je ne dis pas ça. Je dis que ça se mérite. C'est aux socialistes de confier le destin à qui ils veulent. Et le mois venu, vous serez surpris. Ah oui. Peut-être surpris, pourquoi pas peut-être... Je ne m'interdis aucune ambition, mon cher. L'ambition est le moteur de la vie. Je suis entré en quelque chose de me demander personne, à permanence à personne. Et tout ce que je suis devenu tout seul. De l'histoire du PS, de toute l'histoire du PS, je suis le seul à devenir ce que je suis devenu dans les conditions que je lui ai obtenues. Je suis devenu maire, responsable de coordination du département d'Union nationale dans l'opposition. J'ai été élu maire dans l'opposition et seul contre tous, y compris contre Khalifa Sall qui a comploté contre moi en 2014. Ah oui, avec des moyens financiers et ses amis qu'il a dans Kaffrine, qui ont voté contre moi et qui étaient dans d'autres listes. Sénégal, mais comme moi je ne me lamente pas, comme je ne crie pas au secours en disant ouais, ouais, je sais ce qui est en train de faire contre moi, qui est-ce qui le fait, et j'ai tenu. Voilà. Okay. Lui a fait ça. Okay. Mais moi je ne l'ai pas fait. Il n'en a pas de preuve. Et il se permet d'aller voir des amis de la presse. La première interview qu'il a sortie dans la presse, après
l'élection du 29, il l'a fait avec l'ambition de voir s'en prendre en main. Mais il n'avait pas de courage. Et comme maintenant, malgré le fait que je le prenais comme on aimait, il a eu cette petite d'esprit vis-à-vis de moi, mais je l'ai en face, je l'attends. Vous l'attendez, d'accord. Nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Abdoulaye Bilal, porte-parole du Parti socialiste, et le maire de Tafel. Merci.